Je me dis que je suis encore capable, je le prouve. Je suis ici en tant qu'aide administratif. En 2016, il y avait une opportunité de demander un stage ici au collège Nelson Mandela. Finalement, le collège a répondu, a dit oui pour mon embauche. Bon, j'étais content. Il faut savoir que j'ai fait des études supérieures, universitaires. J'ai été enseignant des mathématiques. Ensuite, il y a eu mon accident. Et puis, j'étais obligé de me reconvertir dans la comptabilité. Ce sont les chiffres qui m'intéressent. Et ensuite, le contact avec les gens. Tout de suite, quand on parle de handicap, on s'imagine quelque chose de visible. Or, chez M. Siadé, le handicap n'est pas visible. La seule chose qu'on peut, à la rigueur, percevoir, c'est une certaine lenteur d'exécution qu'il compense par son niveau de concentration et son assiduité au travail. Ok, merci. Je me dis que je suis encore capable de faire beaucoup de choses parce que ce n'est pas mon handicap qui va me laisser de côté. Je me dis que je suis encore actif, je peux faire quelque chose et puis je le prouve par mon travail. Démarrez la journée du bon pied en regardant vos émissions matinales avec le laboratoire Mylan. Bonjour, 9h50 le matin, votre rendez-vous quotidien sur France 3 Paris, Île-de-France. Nous sommes aujourd'hui dans l'Essonne et avec nous des entrepreneurs, des geeks, des bénévoles, des sportifs de plus de 60 ans. Ils sont à la retraite, mais ne les appelez pas retraités. Nos seniors révolutionnent le troisième âge. Ils sont avec nous aujourd'hui. Bienvenue sur le plateau de 9h50 le matin, installé aujourd'hui dans l'Essonne. Les mots ont bien changé, on les appelait personnes âgées avant-hier, retraités hier, aujourd'hui on dirait plutôt seniors, en tout cas ils ont plus de 60 ans, ça c'est certain, ils seront 2 milliards en 2050, un quart de la population mondiale est plus nombreux désormais que les moins de 20 ans. C'est une révolution silencieuse, mais qui change tout dans la façon de prendre en charge les plus âgés, bien sûr, le financement des retraites, mais surtout la question de ce que nous sommes, de ce que nous serons entre 60 ans et notre mort, 20 ans, parfois 30 ans, encore en bonne santé, actifs, amoureux, identité, existence sociale, rapport avec les plus jeunes, vie de couple. Nous avons voulu parler de tout ça avec les premiers concernés, ceux qui ont plus de 60 ans. Nous les avons invités en plateau pour qu'ils nous parlent de leur vie, de cette vie après 60 ans. Antonio Goncalves Barbosa, bonjour. Bonjour Et bienvenue sur ce plateau. 70 ans bientôt à la retraite depuis 2008. Vous êtes portugais, 53 ans maintenant que vous vivez en France et vous êtes venu à vélo depuis Ris-Orangis où vous habitez. Vous tenez une incroyable forme et vous avez réalisé un exploit. Vous avez rallié l'Essonne au Portugal, 1800 km, 13 jours aller-retour. Vous faites à peu près 4 à 5 balades, entre guillemets, par semaine. Mathilde Sabag est avec nous. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur ce plateau d'une expérience personnelle. Vous avez fait une activité à plein temps qui s'appelle Philomène. C'est une agence spécialisée dans les loisirs et les activités culturelles pour les seniors, précisément, pour les aider à réaliser leurs projets, leurs rêves. Vous dites ne rien s'interdire, devenir acteur de sa vie, c'est ça
le secret. Et à vos côtés, Marie-Pierre Bernet, bonjour. Bonjour. 71 ans, et c'est avec l'aide justement de Mathilde Sabag et de Philomène que vous avez développé votre propre projet après le départ de votre fille à l'étranger, qui a créé un grand vide. Votre blog s'appelle bigmamie.com. 1500 lecteurs par jour, vous y livrez vos recettes, des astuces. Tout ce qui me passe par la tête, tout ce que j'aime et que j'aime partager. Même grabataire, du moment que j'ai un écran, ça ira. Absolument. Philippe Aubert, à ma gauche. Bonjour. Bonjour, 83 ans, j'ai envie de dire que vous êtes celui qui a le plus de recul sur votre propre retraite. Ce mot retraite, d'ailleurs, vous nous direz que vous n'aimez pas ce mot. En tout cas, ça fait 20 ans que ça dure pour vous et c'est une retraite sacrément active puisque avec l'association Agir ABCD, vous avez parcouru le monde au service des autres et vous dites c'est un plaisir fou de se rendre utile. Serge Guérin, vous êtes l'auteur de La guerre des générations. Aura-t-elle lieu? Co-signé avec Pierre-Henri Tavoyot aux éditions Kalman-Lévy. Eh bien non, elle n'a pas lieu. Au contraire, vous vous répondez vieillir, c'est vivre. Sociologue spécialiste des seniors, d'ailleurs depuis longtemps, depuis une époque où on ne s'intéressait pas aux seniors. Quand commence le vieillissement? Ce sont ces questions qu'on se pose aujourd'hui. En tout cas pour vous, le boom des seniors, c'est une chance, c'est une opportunité et c'est une richesse. Elle est attendue, espérée ou redoutée, cette richesse. En tout cas, c'est un tournant, c'est un cap qu'il faut passer quand l'activité professionnelle s'arrête à 60 ans. Qu'est-ce que ça veut dire la retraite pour ceux qui n'y sont peut-être pas encore? Écoutez, on est allé demander aux Franciliens. Comment se passe votre retraite? Est-ce que c'est le rêve? Non, mais ça se passe Ça se passe? bien. Qu'est-ce que vous faites? Comment ça, qu'est-ce que je fais? Rien. Vous faites Quand rien? vous êtes à la retraite, vous foutez rien. Non, je joue un peu au golf, je me promène, je vais dans le sud. Quelle est votre retraite de rêve? Pas de retraite du coup, parce que rien que d'y penser ça m'angoisse et j'ai l'impression de prendre des cheveux blancs. Mais si je dois y penser, peut-être que ce serait manger des gâteaux toute la journée sur une plage au bord d'une maison que je me serais offerte. Une retraite de rêve, ce serait une retraite probablement loin de Paris, loin des bouchons, loin de la circulation et au bord de la mer. Pourquoi pas, à travers le monde. C'est la partie avec ma femme, ça c'est elle, elle veut faire le tour du monde tous les jours. Donc c'est votre plan de retraite, c'est le tour du monde. C'est à négocier. Profiter, écrire des livres. Une retraite de rêve, vivre dans un pays que j'aime bien, avec quelques moyens pour pouvoir me faire plaisir quand même. Alors votre retraite, ça se passe comment? C'est le rêve? Oh, j'ai beaucoup de travail là. Je travaille toujours. J'ai 90 ans. Et vous vouliez pas vous arrêter de travailler? Non, si je m'arrête, je tombe. C'est comme le cycliste qui ne pédale pas. Ma retraite de rêve, ce serait qu'il n'y en ait pas, ce serait de ne pas m'arrêter. Continuer à travailler. La retraite, ça sonne un peu comme la défaite. Ma retraite de rêve, c'est continuer de travailler, continuer de faire les choses que j'ai envie, sans contrainte. Vous travaillez plus? Non, non. Enfin, pas comme ça. J'ai des petits comités qu'on appelle théodules. Arrêter de travailler, oui. C'est le principe de la retraite quand même. Non mais il y en a plein qui veulent continuer à bosser parce que... Ah oui, non, moi je pense que j'arrêterai. Moi, c'est la retraite, on ne travaille pas, on profite. Je fais partie, par exemple, du conseil d'administration du Maquis de l'Ain et du Haut-Jura, comme ancien résistant. Je fais partie d'un conseil d'administration de syndicats professionnels. On ne peut pas arrêter. Si on arrête de vivre. Ma bonne retraite de rêve, c'est avoir suffisamment d'argent pour vivre, c'est tout. Alors c'est intéressant parce qu'il y a le rêve et puis la réalité. Et puis tout ça prend forme et s'entrechoque plus ou moins bien à partir de 60 ans. Philippe Aubert, vous êtes, je le disais en introduction, vous êtes sans doute celui qui avait le plus de recul, puisque ça fait un moment maintenant que vous êtes à la retraite officiellement, ingénieur agronome, directeur international marketing d'une société américaine. Et puis un jour... tout s'arrête et ça a été un choc pour vous. Racontez-nous. Excusez-moi si je suis un peu ému, mais c'est vrai, c'était un gros choc. Pourquoi? Parce que j'étais en pleine forme, que je n'avais pas pensé à ma retraite, puisque j'avais 60 ans, et que je travaillais jusqu'à 65 ans. Et du jour au lendemain, je me suis retrouvé, pour des raisons indépendantes de ma volonté, sur le pavé, et je me suis trouvé mal. J'ai une déprime, je me suis fait un peu soigner, mais j'ai un bon foncier et ma femme m'a trouvé cette association Agir ABCD, ABCD, Action de bénévoles pour la coopération et le développement, et dont le but est le transfert de compétences professionnelles et humaines
au profit de populations en difficulté ou en développement en France et à l'étranger. Alors vous allez nous raconter tout ce que vous avez fait au sein de cette association, mais ce passage, vous dites avec émotion que ça a été difficile, vous dites même je suis tombée malade. Pourquoi? Parce que justement, c'est le mot retraite, d'ailleurs vous n'aimez pas le mot retraite. Alors la retraite, comme l'a dit un de vos interlocutés là, c'est une défaite. La retraite de Russie, on se retire parce qu'on n'est plus valable et qu'effectivement, quand vous êtes en retraite, vous vous sentez coupé de la vie économique, de la vie politique et même dans vos relations amicales, même familiales, on ne vous regarde plus de la même façon. Oui, Marie-Pierre Bernet, ce mot retraite, ce passage à la retraite, c'est pareil, ça a été quelque chose que vous redoutiez, qui vous a fait peur, que vous avez mal vécu? Non, que je ne redoutais pas parce que j'avais fait le compte à rebours, mais j'ai été surprise quand même de la façon dont le basculement s'est fait. Mais je n'ai pas eu ce sentiment de dévalorisation. La coupure, oui. Mais la coupure, je m'étais promise que je ne retournerais plus jamais au bureau. J'avais beaucoup de collaborateurs, je travaillais comme une dingue. J'avais pas eu le temps de préparer ma retraite, ça c'est clair. Mais en réalité, j'étais contente d'arrêter parce que d'abord, il y avait une certaine usure au bout de 40 ans de travail quand même. On aime bien poser ses valises, c'est vrai. Et ensuite, je me suis dit, c'est chouette, je vais m'occuper de mes petits-enfants. Pas du tout. Pas du tout, parce que les petits-enfants, ils ont leur vie. D'abord, ils ont leurs parents. Les parents sont très présents. Et moi, je n'avais pas envie de kikiner mes filles. J'ai 3 filles et 7 petits-enfants. Vous n'aviez pas envie d'être qu'un grand-père Gâteau, non. Non. Donc, je ne suis pas un grand-père gâteau. En fait, ça a été une délivrance, quelque part. À condition d'être active. À condition de continuer à avoir une activité au moins intellectuelle. Serge Guérin, ce mot retraite, c'est important les mots, la sémantique, parce qu'ils sonnent comme une fin. Alors on est en retraite alors qu'on n'est pas du tout en retrait, comme vous disiez. C'est toute problématique de ces mots-là, en effet, c'est la notion d'inactif. Alors statistiquement, on parle des inactifs. Or, souvent, là on l'entend, ces inactifs-là sont parfois plus actifs que beaucoup d'actifs officiels. Oui. Voilà. Alors que là, le monde de la retraite, ce sont des gens, 1 sur 2 est engagé dans une association. Sans les retraités, le tissu associatif s'écroule. Donc on voit bien qu'il y a une notion d'utilité sociale. Et sans doute ça, le mot, l'utilité pour soi. Je suis heureux de me sentir utile, d'être en lien avec les autres. Et ce dont on a besoin tous, quelles que soient nos professions, quels que soient nos âges, c'est le sens de notre vie et d'avoir le sentiment d'être utile. Autrefois, on ne disait pas ça. Quand est-ce qu'il est apparu ce mot retraite? Enfin, quand on a inventé la retraite pour tous, après 1945, à l'époque, c'est la retraite à 65 ans et l'espérance de vie à 67,5 ans. Et donc en moyenne, c'est 2 ans et demi de retraite. Donc ça n'a rien à voir avec aujourd'hui. C'est quand même 30 ans. Parfois, c'est une période plus longue que la période de travail précédente. Et pour désigner les plus de 60 ans, alors là aussi, le vocabulaire, c'est quoi? Personnes âgées, 3e âge, seniors, comment ça a évolué tout ça? Alors c'est vrai que ça a évolué, on parlait de 3e âge, puis après de 4e âge, ce qui sentait quand même un petit peu le roussi, vous voyez, c'était un peu mal vécu. Le terme le plus accepté par tout le monde, c'est le terme de senior. Et puis quand on arrive à des âges plus avancés, on va partir par exemple sur le mot aîné. Et Mathilde Savag, les clients de Philomène qui font appel à vous pour construire leur projet, ils se présentent comment justement? Ils disent je suis vieux, je suis du 3e âge, je suis retraité, je suis un senior. Non, ils donnent leur date de naissance. Ils sont fiers. En fait, je suis de la génération 27 ou 31. Ah, c'est comme ça qu'ils se présentent. Ils se présentent en donnant leurs études. Alors, j'ai fait un CAP de tourneur, ou j'ai fait Polytechnique. On a les 2 échelles. Et c'est comme ça qu'ils le présentent. Ils n'utilisent jamais de terme « je suis vieux »,« je suis à la retraite »,« je m'ennuie »,« je suis du 4e âge ». Ça, les gens ne se qualifient pas comme ça. L'effet service militaire de l'époque, où service. j'étais appelé au service. Exactement. 1927, j'étais à la classe 27, la classe 31, ainsi de suite. Sans doute que ça doit rester pour ces gens. Et ils espèrent tout de suite qu'on va les catégoriser à partir de ces éléments-là. Et alors, vous nous disiez vous avez ce sentiment que la société nous rejette et nous met à l'écart. Est-ce que ceux qui viennent vous voir, vous ressentez la même chose? Ils se sentent démunis, rejetés? Ils se sentent isolés et pas reconnus. Donc en fait, le point clé, c'est la fonction sociale. Si je vais déjeuner ou dîner avec quelqu'un, qu'est-ce que je suis? Qu'est-ce que je dis? Et quand on a à dire simplement que le téléphone ne sonne plus le matin, là c'est dramatique. Donc il faut que chacun
cherche, trouve une fonction, un rôle social, une utilité, on peut l'appeler comme on veut, mais quelque chose à faire. Et chez Philomène, on dit, la vie, c'est comme la bicyclette. Pour avancer, il ne faut pas perdre l'équilibre. Donc finalement, on fait tous du vélo chez Philomène. Et cet équilibre, voilà, c'est une place à trouver. Vous diriez, Serge Guérin, qu'il y a encore cette discrimination, appelons-la pour ce qu'elle est, qu'est le jeunisme dans notre société, où ça bouge un petit peu. Alors, c'est assez étonnant. Il y a d'un côté, ça bouge pas et même ça recule. Par exemple, dans l'entreprise, on est considéré comme un senior dès 45 ans. Et dès 45 ans, la question de sa place commence à être posée. Il y a les entretiens de mi-carrière. Par exemple, il y a des gens qui reçoivent la feuille entretien de mi-carrière. Pour eux, c'est comme une convention obsèque, quoi. Ils disent, oh là là, ça sent le roussi pour moi. Et c'est vrai, dans l'imaginaire, vous parlez même d'une obsolescence programmée. Oui, ben oui, comme pour les produits. objets. Exactement. Notre système capitaliste, pour aller vite, il fonctionne là-dessus. On a intérêt que la machine à laver ne dure pas trop longtemps pour qu'on en achète une autre. D'une certaine manière, on aimerait bien que l'être humain ne dure pas non plus trop longtemps. Comme ça, il y a un autre qui arrive à la place et puis qui va consommer, ainsi de suite. Là, on est dans un endroit très, très campagne, mais finalement, le développement durable, c'est d'abord les gens âgés, puisqu'ils vivent, et nous vivons tous, plus longtemps. Beaucoup plus longtemps, mais c'est 20, 30 ans. C'est une révolution incroyable. Oui. On l'a gagné depuis les années 70, à peu près 3 mois tous les ans. Donc 1 an tous les 4 ans. Donc vous vous rendez compte, en 1900, c'est il n'y a pas si longtemps que ça, l'espérance de vie était de 46 ans. Aujourd'hui, elle est autour de 83 ans. Donc évidemment, ça change complètement le mode de vie. D'ailleurs, j'ai vu ça l'autre jour dans un magazine, la photo d'un homme de 60 ans en 1880, 1900, 1915, jusqu'à ce jour. Et c'est extraordinaire le rajeunissement physique de cet individu entre 1880 et aujourd'hui. Oui, une personne de plus de 60 ans n'est plus du tout la même qu'il y a 30 ans. Oui, c'est ça. En fait, il faut prendre sur un temps assez court. C'est ça. 1970, 1980, c'est rien. Ça peut être nos parents, nos grands-parents. Et aujourd'hui, mais c'est une transformation complète. Ne serait-ce que parce que les gens sont plus en forme, sont cognitivement, intellectuellement plus dans le coup, aussi parce qu'ils sont mieux informés, parfois mieux formés, voilà, qu'ils ont une vie aussi un petit peu différente. Et puis surtout, j'ai devant moi 20 ans, 30 ans, 40 ans. Les gens de 80 ans ne savaient pas, quand ils en avaient 50, ne savaient pas qu'ils en auraient 80. Les gens qui ont 60 ans aujourd'hui, ils voient leurs parents. Donc eux, ils ont compris. Mais là, les premiers, vous êtes un peu des pionniers. Vous inventez une nouvelle vie. Vous faites des séminaires, vous participez à des séminaires de préparation à la retraite. Alors là, c'est assez extraordinaire. J'ai fait ça à la Banque de France, Nestlé, Renault, et maintenant, je travaille avec le rectorat de Paris. Et tous les ans, à la Sorbonne, j'entre à la Sorbonne, j'ai 15 cadres administratifs du rectorat qui partent à la retraite. D'abord, il y a une majorité de femmes. Sur 15, il y a 13 femmes et 2 hommes. Et quand j'arrive, la première question, avez-vous pensé à votre retraite? La moitié dit non. Non. La moitié n'ont carrément pas pensé. Non, n'ont pas pensé à leur retraite. Et parmi le reste, l'autre moitié, alors, oui, j'ai pensé à mes petits-enfants, oui, à ma maison, oui, à mon jardin, oui, à comment dirais-je, à faire des voyages, et à rien d'autre. Alors, je leur dis, le jardinage, c'est en saison. La maison, vous n'allez pas repeindre votre maison tous les ans. Ce qu'il faut, c'est trouver quelque chose d'utile socialement et en pleine activité. Ah oui, peut-être, etc. Et là, on finit par leur faire comprendre l'utilité de participer. Vous êtes en bonne santé, vous avez encore 20, 30 ans à vivre, faisons quelque chose d'utile. Alors, c'est ce que vous avez fait, justement. Vous, après le choc et la déprime, vous avez repris les choses en main grâce à votre femme. Racontez-nous votre engagement au sein de cette association Agir ABCD et quelle mission vous avez remplie. Alors, quand je suis donc, ma femme a trouvé, en lisant dans l'Express, un article sur la société Agir ABCD, et elle m'a dit, bah tiens, fais quelque chose. Alors, avant, comme j'ai fait l'agro, j'ai passé 1 an en université pour faire la biologie cellulaire, mettre en connaissance. J'ai fait 2 ans de russe, parce que j'aime beaucoup la Russie et que je voudrais toujours aller en Russie, etc. Mais là, ça ne prenait que 2 heures par semaine. Alors j'occupais mon temps, de temps en temps, et comme j'habite pas loin, j'allais au champ de course d'Auteuil. Non pas pour parier, mais parce que pour me changer des idées. Très jolie nature, des fleurs, des beaux chevaux, etc. Bon, c'était quelque chose de très superficiel. Et puis je suis entré dans l'association
Et je dis 2 jours par semaine. Et en définitive, au bout d'1 an, c'était du lundi au vendredi. Et ma femme n'a pas beaucoup apprécié, ça m'est mordu les doigts de m'avoir donné cette information, mais elle voit que je suis toujours en bonne santé. Mais surtout que ça vous a envoyé, il faut que vous nous disiez en quoi ça consiste, parce qu'il ne s'agit pas d'aller rendre des petits services à droite, à gauche, c'est des vraies missions d'importance. Alors, Agir ABCD, comme je l'ai dit, est une association qui regroupe 3500 adhérents actuellement, moitié femmes, moitié hommes, donc nous respectons la parité, reconnue d'utilité publique, et le but de transfert de compétences au profit de populations en difficulté. Alors, comment cela se passe? Nous sommes issus de toute origine professionnelle. Ça va du non-cadre jusqu'au cadre supérieur, ça va de l'artisan jusqu'au trésorier payeur général, jusqu'au préfet. Nous faisons de la prospection par téléphone, par le oui-dire, par les voyages de prospection, et nous recevons des missions d'intervention. Par exemple, vous avez été en Bosnie, vous avez été en Afrique. Oui. Alors, j'ai d'abord été en Afrique, en Côte d'Ivoire, faire la prospection avant les événements. J'ai rencontré le maire d'Abidjan. Je me suis présenté, il m'a dit « Monsieur, je souhaiterais pouvoir bénéficier d'un expert en thanatopraxie et en pompes funèbres. » Parce que nous désirons créer une société de pompes funèbres à Abidjan. Pourquoi pas? Je suis rentré, nous avons un fichier extraordinairement bien fourni, et j'ai trouvé un adhérent pouvant répondre. Le problème, c'est que la première partie de sa vie, il avait été charcutier. Alors, j'ai envoyé la deuxième partie de son CV au maire. Malheureusement, ça ne s'est pas fait parce qu'il y a eu des événements en Côte d'Ivoire et qui a fait que tout a capoté. Oui, donc à chaque fois, il y a une demande d'un pays ou d'une organisation, et puis vous offrez les compétences d'un retraité. C'est 3500 retraités bénévoles. Voilà. Et aujourd'hui, après avoir fait le tour du monde, vous avez ralenti un petit peu, mais vous faites encore des missions ponctuelles, éducatives, d'insertion sociale et de la lutte contre le décrochage scolaire, par exemple. Tout à fait. Voilà. Je suis allé 2 fois en Chine aussi pour l'association. Et alors, je fais actuellement, effectivement, je participe à des associations, à des luttes contre l'illettrisme, le décrochage scolaire. Donc, quand on est senior, il suffit en fait d'adhérer à l'association Agir. Avec une volonté d'offrir ses compétences et son temps. Et je rejoins tout à fait ce que vous disiez tout à l'heure. Ça nous fait d'abord plaisir. Parce que l'on met au profit de l'autre ce que nous savons. Ce que nous avons appris, il y a un peu d'amour-propre, un petit peu de satisfaction personnelle, je ne vous cache pas. C'est un bonheur d'autant plus intéressant qu'il est désintéressé. Vous nous avez confié en préparant cette émission, et vous nous dites même que vous avez fait des choses peut-être même plus intéressantes que dans la première partie de votre vie. C'est sûr. Il y a des missions, par exemple, les missions d'observation dans les pays de l'Est, en Bosnie, en Slovaquie, en Russie et au Kosovo, sont tout de même... C'est remarquable. Un retraité, il sort, on lui demande « Monsieur, voulez-vous aller observer, contrôler ?» Mais c'est toujours des missions d'intérêt général, ce ne sont pas des missions pour des entreprises. Ce sont des missions pour des pays ou pour des collectivités. Tout dépend pour les entreprises aussi. Nous ne sommes pas là, attention, nous ne nous substituons pas à l'emploi. Au contraire, nous aidons à la création d'emplois. C'est toujours l'inquiétude d'ailleurs du bénévolat et des bénévoles, c'est de se dire peut-être que je vais prendre un emploi. Or, c'est l'inverse. Vous générez plus de soutien à ce tissu associatif, et du coup, ces associations parfois recrutent parce que grâce aux bénévoles, elles ont pu se développer. En tout cas, tout cela, ça vous a procuré un sens à votre retraite, et une retraite extrêmement active. Antonio Gonçalves Barbosa, vous, le sens de votre vie, ça a toujours été le vélo, Non, pas du tout. Non, pas toujours. Non. Vous faisiez beaucoup de vélo avant d'être à la retraite. Je n'ai fait de vélo avant d'être à la retraite, mais depuis que j'ai l'âge de 10 ans, j'ai toujours fait de sport. Alors, Antonio Gonçalves Barbosa, l'âge de la retraite arrive et le vélo prend une place de plus en plus importante. Oui, là, depuis que je suis en retraite, oui, ça c'est certain. Jusqu'au jour où vous vous lancez un grand défi, je voudrais que vous nous racontiez. Mon premier défi, je travaillais encore et je me disais, quand je serai en retraite, je viendrai de France au Portugal à vélo. Et quand je racontais ça ici, quand je racontais ça
Mes copains d'école, là-bas au Portugal, quand j'allais en vacances, ils disaient « Mais non, mais tu rigoles, tu dis ça, mais tu le feras jamais. Sauf que le jour, même mon épouse n'y croyait pas. Le jour que j'ai montré le billet d'avion que j'avais de retour pour rentrer en France, que j'avais acheté le billet d'avion, elle m'a dit « Ah, t'es décidé à le faire ?» Ben oui. Alors, c'est quoi cet exploit? Je suis en retraite en 2008. 2009, je suis allé au Portugal à vélo. Ça fait combien de kilomètres en tout? 1799 exactement. En combien de jours? Là, j'avais mis 8 jours. À l'aller? À l'aller, parce que je m'arrêtais tous les soirs, soit en chambre d'hôte, soit à l'hôtel. Ce qui paraît normal quand même, de dormir entre... Et ça, moi, le vélo, du sac à dos. Hein. Sac à dos. Sans aucune assistance, ni rien. D'accord. Je vais à Porto, je prends l'avion, j'arrive, impeccable. Et puis après... Dans votre tête? Dans ma tête, je me suis dit, pour mes 70 ans, je vais retenter l'aventure, mais en faisant l'aller-retour. Et c'est ce qui m'a... Et alors là, combien de kilomètres, combien de jours? Alors, à l'aller, 1800 km aller, 1800 km retour. À l'aller, 7 jours et quelques heures. Et au retour, 6 jours et demi. En dormant une nuit en Espagne, une nuit complète, et une nuit en France. C'est tout? C'est tout. Sinon, des micro-sommeils par-ci, par-là. Vos amis vous ont traité de fou. Votre femme était folle d'inquiétude. Non, elle, non. C'est presque pas des questions que je vous pose, c'est carrément... Elle me connaît. Ouais. Et elle sait que si je me lance dans une aventure, c'est que je me dis toujours, c'est 50-50. C'est 50 physique, 50 mental. Dans une aventure comme ça, si vous n'avez pas mental d'acier, c'est pas la peine de vous embarquer là-dedans. Alors, tout le monde ne rallie pas l'Essonne au Portugal à vélo, mais en tout cas, le sport est de plus en plus plébiscité par les seniors et ils ont raison parce que c'est une hygiène de vie, un moyen de garder la forme, la vitalité. En Île-de-France, ils sont 50% des plus de 60 ans, 1 sur 2, à le pratiquer régulièrement. Regardez ce reportage signé Louise Simondet et José Harrison. Jacqueline et Yvonne sont 2 retraitées dynamiques. Et cet après-midi-là, elles ont un rendez-vous très important. Nous allons faire un cours de gymnastique douce. Bien se désintoxiquer par le sport de la vie parisienne. Souffler, toujours au niveau de la posture, on regarde. Ces seniors sont membres d'une même association. Et pendant 1 heure, elles vont enchaîner les exercices qui permettent de garder la forme. J'ai toujours de l'entraîne, du dynamisme, je peux bouger, je peux me baisser, je peux me lever. Des fois, je me lève, j'ai un peu mal. Dès que je bouge, que je fais du sport, ça passe. Et on descend, lentement. Encadrée par Johan, la séance est adaptée au profil des participantes. Ce qu'il faut faire, en fait, c'est pas partir de ce qu'ils ne peuvent pas faire, c'est partir de leurs possibilités. Et à partir de là, on peut organiser une séance en fonction des... Parce qu'il y en a qui ont des petites douleurs, il y en a qui ont des petites choses comme ça, et on doit prendre en compte tout ça. Une fois qu'on a fait tout ça, ils sont capables de faire énormément de choses. Avant de s'adonner à une activité sportive, il est important d'en parler avec son médecin afin de vérifier si elle est adaptée à son état de santé. Pour les seniors, les bienfaits du sport sont connus. Ça permet de garder une mobilité, de garder une stabilité, ça permet de garder une force musculaire, parce qu'il ne faut pas oublier que le vieillissement, malheureusement, c'est une perte de toutes nos capacités. En entretenant nos capacités par de l'activité physique adaptée, encore une fois, eh bien, on limite le vieillissement ou on ralentit tous les effets négatifs du vieillissement. Un peu plus de 50% des franciliens de 60 ans et plus font régulièrement du sport. Il y a ceux qui ont toujours été sportifs et ceux qui ont débuté plus tard, notamment une fois à la retraite. J'en fais pas au quotidien, mais plusieurs fois par semaine, garder un peu de souplesse. Et puis, pour la santé, j'ai besoin d'en faire. J'en suis pas au stade d'être droguée et de faire du sport à tout prix. Mais oui, j'aime bien et ça me manque quand je n'en fais pas. On inspire. Chez les personnes âgées, la pratique du sport est en constante augmentation. D'ici 2030, l'Île-de-France pourrait compter 500 000 sportifs seniors supplémentaires. Ça souffle, ça soupire rien qu'en regardant le reportage. Marie-Pierre Bernet, vous venez de me confier. Alors moi, je suis une très mauvaise élève. Très mauvais. Je ne suis pas du tout sportive. Bah alors c'est comme ça. Hein. Je me suis toujours fait dispenser de gymnastique à l'école. Moi, le sport, c'est là-dedans que ça se passe. Bon, c'est là-dedans que ça se passe, justement. Parce que vous, après 40 ans de vie active, pas question de rester inactive. En plus, vous avez une fille qui part à l'étranger vivre très loin longtemps. de vous. Voilà.
Voilà. Et vous nous dites, à ce moment-là, chez moi, ça a fait un grand vide. C'est surtout que je craignais de ne plus avoir ce contact. Bon, c'est une de mes 3 filles, les 2 autres restant à Paris, mais elle partait pour au moins 3 ans au Japon. C'est quand même pas derrière la porte. Et donc, elle m'a initiée à la mise en ligne d'un blog pour que nous puissions, malgré le décalage horaire, communiquer. Et donc j'ai commencé tout bonnement avec quelque chose d'essentiellement familial pour renouer ce lien que j'avais perdu et puis pour qu'on puisse se voir. Mais moi je ne suis pas très Skype ni autre, donc on faisait chacune un blog et chacune pouvait savoir ce que faisait l'autre et c'était très pratique. Après, j'ai rencontré donc Mathilde, nous avons beaucoup parlé, elle m'a parlé de ses activités, de ses projets, puisque c'était tout au début. Alors justement, profitons-en pour décrire ce que c'est que Philomène Mathilde Sabag. Ça consiste en quoi exactement? Alors Philomène, ça consiste à réveiller l'envie de vivre et d'avoir des projets des fameux retraités. Parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est que la retraite étant tellement longue, c'est qu'il y a la première partie de retraite où on est très actif, puis il y a une rupture ou un départ d'un enfant à l'étranger, un col du fémur qui se casse, un mari qui décède. Et là, tout d'un coup, c'est le grand vide où, comme vous disiez tout à l'heure, Philippe Aubert, une petite dépression qui fait que vous êtes tout seul. Et dans ces cas-là, quand Philomène rencontre Marie-Pierre Bernet, elle lui dit « Mais le blog, c'est extraordinaire, mais c'est formidable, mais il faut continuer. » Mais il faut le structurer, persévérer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire vous donner... Parce que vous dites, il y a beaucoup de retraités qui ont des envies, mais qui ne l'expriment pas forcément et qui ne se l'autorisent pas forcément. Exactement. Et vous, ce que vous voulez, c'est justement donner l'impulsion. C'est donner l'impulsion et les accompagner ensuite, en général sur un rythme hebdomadaire, avec une visite 1 fois par semaine, pour leur montrer qu'ils peuvent faire un blog pour tenir compagnie à leurs petits-enfants. Ils peuvent le transformer en journal pour 3000 adhérents. Ils peuvent écrire un livre de cuisine pour leurs petits-enfants. Et en fait, on les fait passer au-dessus de leur peur. Oui, c'est ça, du jugement du regard des autres. Du regard des autres, toujours au même. voilà. En disant, mon livre de cuisine, ben oui, tout le monde sait faire une tarte tatin, pourquoi je l'écrirais? Eh ben oui, parce qu'en plus, vous allez mettre la photo d'une fête, d'un anniversaire avec vos petits-enfants pour la tarte tatin, et vous allez demander à votre fille qui est au Japon une photo. Donc elle va participer et on retrouve le lien social. On refait de la mayonnaise sociale en permanence. C'est ça, Philomène. Et vous, ça vous a poussé, ça vous a boosté, ça vous a encouragé? Ça m'a encouragé à faire quelque chose qui ait l'air un peu pro. C'est-à-dire pas seulement un truc avec des zigouigouis et des petits dessins. Pas le petit hobby de grand-mère, excusez-moi, mais parce que c'est ça aussi qu'on... Et je me suis astreinte à en faire un rendez-vous quotidien. Donc depuis 10 ans, tous les jours à 8 heures, je publie un billet. Et un jour, une de mes filles m'a dit « Ah, mais moi, j'ai plus de livre de cuisine. De toute façon, je regarde sur le répertoire, il y a 400 recettes. Tu trouveras. » C'est intéressant ce que vous dites. Tous les jours, tous les matins, ce rendez-vous quotidien, cette routine que l'on retrouve, c'est important aussi. Ça structure. C'est une obligation vis-à-vis des lecteurs. Maintenant, j'ai quand même une moyenne de 15 à 1600 lecteurs au jour. J'ai 300 abonnés qui, tous les jours, reçoivent une petite alerte pour savoir qu'il y a quelque chose de nouveau. Je fais travailler mon mari de temps en temps. Lui, il me fait des papiers sur la politique. Moi, je lis énormément. Nous allons voir des expositions. Je fais tout de suite. Et je l'ai fait dans les 3 jours de l'ouverture, avant la presse. Et je diffuse et j'ai plein de retours. Et ça, c'est le bonheur. La satisfaction. C'est d'avoir le retour de personnes qui attendent, qui lisent tous les jours, qui me disent « Je ne mets jamais de commentaires, mais aujourd'hui, je dois vous dire que... ou bien « votre recette, je l'ai essayée. » Et ça rompt vraiment le sentiment d'isolement des personnes plus âgées. C'est ce que vous disiez. Ça crée tout d'un coup un lien social, des rencontres que vous auriez jamais eues. Ce sont des rencontres virtuelles. Je ne les ai jamais vues, mais depuis 10 ans, je sais qui elles sont, qu'est-ce qu'elles font. Elles ont leur... Il y a toute la palette aussi. Il y a les intellectuels, il y a des gens qui ont eu leur certificat d'études. On échange. Il y a des trucs très prosaïques. Bon, les recettes de cuisine, c'est une chose. Mais par exemple, le tricot. Le tricot, c'est extraordinaire. Le tricot, c'est amusant parce que c'est la notion de tissage social. Exactement. Elle tisse du social. Alors, et cette notion, ce rendez-vous du matin, en fin de compte, c'est la gymnastique, et là, c'est la gymnastique intellectuelle. C'est comme l'entraînement sportif d'Antonio. Et se donner... On raconte un des éléments, ces gens disent « J'arrive à la retraite et j'ai plus de raison de me lever le matin. Puisque on m'attend pas, le patron m'attend pas. Vous savez, c'est comme les gens qui pensent qu'on va vivre 1000 ans. Ils n'imaginent pas du tout, mais si on va vivre 1000 ans, pourquoi je me lèverai le matin? Je verrai ça dans 10 ans. Et donc, du coup, vous n'avancez plus. Et bien là, du coup, se donner comme ça de l'entraînement, aller faire du vélo, aller sur le blog, aller rendre service à des gens, tout ça crée, en fin de compte, une obligation qu'on a choisie.
mais qui reste une obligation et qui donne du sens au fait de se lever le matin. Or, c'est central dans nos vies, quel que soit l'âge, c'est la question du sens. Pourquoi vous levez le matin? Parce que vous dites que l'émission que vous faites, elle a du sens, elle permet de permettre à des gens de s'ouvrir au monde, ainsi de suite. On en a tous besoin, et c'est pas parce qu'on prend l'âge qu'on en aurait moins besoin. C'est ça. Peut-être même au contraire. Peut-être même au contraire, et j'allais rebondir là-dessus. Vous avez utilisé le mot obligation choisie, trouver ce que l'on aime et ce que l'on veut faire. Vous parlez d'après-midi de la vie. Moi, j'ai lu un article sur le late blooming, c'est-à-dire la floraison tardive. Finalement, on peut enfin devenir ce qu'on a toujours rêvé d'être. C'est peut-être l'occasion ou jamais, justement, la retraite. J'ai rencontré plein de gens, en particulier, j'avais fait une étude sur les universités du 3e âge. Les gens qui, après la retraite, vont se former à ce qu'ils veulent, pas pour un diplôme, mais pour le plaisir. Voilà. Et les gens disent, ah bien, un monsieur m'a dit, mais moi, j'aurais voulu être peintre. Mes parents m'ont dit, fais de la comptabilité, c'est plus sûr. Il a fait de la comptabilité. Le jour de sa retraite, il va prendre des cours de peinture. 20 ans plus tard, il était le prof. C'est la révélation. Ouais. J'avais envie de ça, quoi. Et c'est le moment où enfin j'ai le droit de m'écouter. Et d'une certaine manière, c'est presque une adolescence ou un droit à la liberté. Je fais maintenant ce que je veux, y compris d'ailleurs de mettre mon bonhomme dehors ou de mettre ma bonne femme dehors. Vous faites les transitions à ma place, Ah, vous êtes, Charlotte, vous êtes formidable. Parce que justement, on va parler de cet équilibre affectif qui est extrêmement difficile parfois à trouver ou à retrouver, parce qu'évidemment, c'est un bouleversement. Il y a les enfants qui partent, il y a l'idée qu'on va se retrouver 20 ans, 30 ans encore avec le même conjoint. En 2013, Marion Vernou signait une comédie tendre où Fanny Ardant, flamboyante, magnifique, refuse l'inscription dans un club de retraités et à la place, elle vit une aventure avec un homme de 20 ans, son cadet. Extrait. C'est ta première fois au beau jour? Bienvenue Caroline. Enfin, vous voyez bien que c'est une connerie, ce club. Elle a arrêté de bosser il y a 3 mois. Vous croyez sincèrement qu'elle allait se réveiller dans la poterie des Quais d'Anson? Franchement, C'était à elle comme contrôle. C'était de Caroline, c'est ça? On pourrait se faire un petit resto? Vous avez le temps ou pas? Du temps, j'en ai. J'ai que ça, même. Enlevez-moi d'un doute. Ôtez-moi d'un doute, non? Ôtez-moi, oui. J'ai trop bu ou vous me faites du plat? Du quoi? Du grain dedans. Du gringue? La première fois dans la voiture, c'était un hasard. La première fois, c'était toi. La deuxième fois, c'était encore toi. La troisième... C'était moi. pour le dîner de ce soir, t'as prévu quoi? Il va que t'as oublié. Ah mais non, bien sûr, le dîner. Non, mais c'est pas des pizzas quand même, c'est une blague. Tu fais marcher là. Quand il en aura marre de coucher avec sa mère, il reviendra. Bonjour. Ce film a justement l'avantage de nous montrer qu'il n'y a pas vraiment de clichés, hein. C'est juste de la difficulté de vieillir ensemble avec des phases. En tout cas, dans la réalité, c'est plus compliqué. Il y a une tendance lourde, Serge Guérin, avec de plus en plus de divorces de seniors. Chiffre multiplié par 2 en 10 ans, avec dans le même temps beaucoup de remariages. Qu'est-ce qui se passe? J'ai encore 20 à 30 ans à passer avec le même conjoint, je ne peux plus le supporter. Une dame m'avait dit dans un entretien, elle m'avait dit, écoutez, j'ai épousé mon mari pour le meilleur et pour le pire, mais on m'avait pas dit que c'était pour passer tous les déjeuners avec lui. Et en fin de compte, elle disait, moi, ça fonctionnait plus, quoi. C'était plus ça. C'était aussi des gens, les femmes, aujourd'hui, arrivent à la retraite. Alors, malheureusement, les retraites sont plus faibles que celles des hommes parce que les salaires et ainsi de suite. Mais n'empêche que, elles ont leur propre retraite. Donc, elles peuvent aussi choisir financièrement. C'est plus un problème. Premier élément. Deuxième élément, elles ont plus de temps devant elles, se dire, j'ai 30 ans. Troisième élément, il y a un certain nombre d'éléments enfermants qui sont terminés. Les enfants sont partis, les remboursements, ainsi de suite. Donc c'est un moment où je peux réfléchir. Et souvent, ces femmes disent, mais c'est pas je suis contre mon mari, quoi que ce soit. C'est simplement, on arrive à un moment où ce qu'on a en partage est inférieur à ce qu'on a envie de faire l'un et l'autre. Je vais peut-être m'accorder ce que je me suis interdit. Et puis souvent, c'est les femmes qui disent, moi j'ai plein d'envie, et en fait, mon mari ne suit pas tellement. Alors au plus grand étonnement des enfants qui eux-mêmes sont devenus parents et qui tombent des nues en disant, bon, enfin, vous n'avez pas divorcé alors que ça fait 30 ans que vous habitez ensemble. Ils sont presque plus ringards que les parents, d'une certaine manière. Dire, bon, ça se fait pas, quoi. Bah, ça se fait si on a envie que ça se fasse. Voilà. Alors, ça veut pas dire que c'est tout le monde comme ça, mais il y a cet élément-là. Mais il y a quelque chose de plus pratique. C'est que, en ce qui me concerne, ma femme n'a jamais travaillé et elle ne me voyait jamais pour le déjeuner. Ouais. Le jour où je suis parti en retraite, j'étais là. Qu'est-ce que tu fais? Tu es assis encore dans le fauteuil? Non, elle ne me disait pas ça parce qu'elle n'osait pas le dire. Mais enfin, elle le pensait très fort. Elle le pensait très fort.
pour aller faire des courses. Alors, heureusement que j'ai pas de chien, sinon j'aurais promené le toutou tous les matins, peut-être en allant chercher la baguette. Et c'est un problème. De se retrouver face à face. De se retrouver face à face. Et très justement, il y avait des statistiques de divorce à ce moment-là, au moment de départ en retraite, surtout quand l'un des conjoints ne travaille pas. Par contre, il y a aussi les deux conjoints qui travaillent et l'un des deux part en retraite avant l'autre. Et ça crée aussi un problème. Ça crée aussi un problème. Surtout si c'est l'homme qui est d'abord en retraite avant son épouse. Oui. Parce que là, il se sent un peu, il a un complexe, un petit complexe d'infériorité en disant mais ça et va l'homme pas. n'a pas le même rapport au statut social puisque les chiffres montrent que dans 2 tiers des cas, c'est la femme qui demande le divorce et le mari qui tombe des nues et qui dit mais enfin tu vas pas me quitter maintenant. Peut-être que c'est lié à ce problème de statut social qui n'est pas vécu et de perte de statut social qui n'est pas vécu de la même manière. De toute façon, pour un homme, le passage à la retraite, pour une femme, bon, les femmes sont des couteaux suisses. Par raison culturelle, sociale, tout ce qu'on veut. Mais elles font toujours, on leur demande de faire plein de choses à la fois. Les hommes, souvent, se centrent plutôt sur leur carrière. Donc le jour où ça s'arrête... Vous voulez dire en sous-texte qu'on est mieux préparé? Vous diriez que les femmes se préparent mieux mentalement? Moi, je ne dirais pas qu'on est des couteaux suisses, mais des chivas. C'est-à-dire que quand on rentre du travail, on est obligé de s'occuper de la logistique, de la nourriture, de la machine, du confort de son mari, de savoir s'il a allumé la télé, s'il n'a pas su, etc. Donc on fait des tas de choses en même temps. Les hommes sont beaucoup plus monotâches. Les femmes sont simultanées, les hommes sont séquentiels. Ils font une chose après l'autre, et nous, on fait les choses en même temps. Et moi, ce que j'ai adoré dans les nouvelles technologies, quand je les ai découvertes dans les années 80, c'est l'histoire des fenêtres qu'on pouvait ouvrir. C'est-à-dire que sur un même écran, on pouvait faire plusieurs tâches en même temps, simultanément, et du coup, on était infiniment plus productifs. Et dans le ménage au sens comptabilité nationale, et ben c'est pareil, on fait plein de choses. Et moi, j'ai mis mon mari, nous avons pris notre retraite ensemble, le même mois, la même année, puisqu'on avait le même âge, qu'on a toujours, ça fait 50 ans, et je l'ai mis lui aussi à faire plein de choses en même temps. Et comme ça, maintenant, il fait plusieurs choses en même temps. Alors, je voudrais qu'on parle de l'image de la femme aussi, qui a beaucoup changé. Peut-être qu'il y a eu un effet Brigitte Macron. Parce qu'on s'aperçoit, tout d'un coup, avec l'arrivée de ce couple présidentiel atypique, qu'on peut avoir 20 ans d'écart et s'aimer, qu'on peut être une grand-mère hyper sexy, hyper dynamique et porter des jupes de grands couturiers au-dessus du genou. Vous, ça vous choque ou au contraire, ça vous inspire? Est-ce que c'est elle, finalement, la nouvelle senior sexy, active? Malheureusement, je crois qu'elle ne va pas beaucoup s'occuper des seniors. C'est-à-dire qu'elle est plutôt dans le jeunisme. Par contre, demander à une femme de rester sexy alors qu'elle a 70, 80, 90, pourquoi pas? Et je pense qu'il y a un grand créneau pour les producteurs de vêtements qui est de créer des vêtements plus sexy pour les personnes âgées. Ça, oui. Je voudrais revenir sur le mot vieux et vieillesse. N'oublions pas que dans ces deux mots, il y a le mot vie. Oui. Et ça, il faut se le rappeler parce que au cours de la vie, de l'existence d'un être humain, peu de fois, on parle du mot vie. Et il faut attendre un certain âge pour qu'on parle de la vieillesse, d'être vieux. Et ça, c'est un atout extraordinaire pour les personnes âgées. Je suis vieux. Je suis en vie. Je suis en vie et on partage cette nouvelle vie avec des enfants, des petits-enfants. Là aussi, vous diriez que c'est compliqué, cet équilibre à retrouver. Alors, vous le disiez tout à l'heure, il y a des enfants qui eux-mêmes sont devenus parents. On s'occupe moins des petits-enfants. Alors, les parents, eux, ils disent, mais... Ils sont égoïstes, mes parents, ils s'occupent pas des petits-enfants, ils s'occupent pas de mes enfants. On a ce sentiment-là, nous, la génération entre les deux, où on se dit, mais... Il faut être présent quand on nous le demande. Il ne faut pas s'imposer. Voilà. Donc il faut que nous le demandions. Oui, absolument. C'est ça. Et il faut se rendre disponible comme on nous le demande et pas quand on ne nous le demande pas. Voilà. Nos enfants, ils ont leurs propres problèmes. La vie est difficile pour eux. Nous avons simplement à être en sous-main, éventuellement en aidant, parce que je sais qu'il y a beaucoup de familles où les grands-parents aident quand ils le peuvent, mais en étant simplement présents. Non, mais nous, on a fait l'erreur de penser très honnêtement que vous étiez disponible et que vous seriez là. Et on n'a pas compris, nous-mêmes, puisqu'on est la génération juste après, on n'a pas compris que vous étiez beaucoup plus actifs et beaucoup plus occupés. Et on s'adapte aussi. Oui, c'est vrai. C'est vrai que, en fin de compte, c'est s'adapter puis comprendre que les rythmes ne sont plus du tout les mêmes. Avant, c'était l'enfance, le travail, la retraite. Aujourd'hui, d'abord, vous avez 2 générations de retraités.
au sein des familles. Quelqu'un de 65 ans peut arriver à la retraite et ses parents sont à la retraite. Et en même temps, quelqu'un de 60 ans pourrait se former comme quelqu'un de 40 ou comme quelqu'un de 20. C'est-à-dire que tous les rythmes ont changé. Et cette longévité, en fait, le terme important, c'est cette notion de longévité, d'allongement de la vie. C'est ça qui change tout. Je peux refaire des études plus tard. Je me sépare parce que la vie est plus longue. Que sais-je encore? Et ça, on ne l'a pas encore totalement intégré. Les politiques publiques ne l'ont pour le coup pas du tout intégré. On en est encore plutôt un petit peu à opposer les gens. Fin de cette émission. Je voudrais en un mot que vous me disiez aujourd'hui, finalement, cette vie, il y a cette barrière théorique désormais, qui est celle des 60 ans. Après, quelle est la clé de votre bonheur aujourd'hui? La clé de mon bonheur, c'est pouvoir continuer à faire ce que je fais, que ça dure longtemps, et j'en fais tout pour que ça continue. D'accord. Alors la clé du bonheur, c'est que chacun pense qu'il a un talent, et qu'il faut qu'il se fasse plaisir, qu'il trouve ce talent et qu'il le mette à profit des autres. Voilà. C'est enfin la liberté. Pendant 20 ans, on a été soumis à ses parents, on a fait des études pour arriver à... Pendant 40 ans, la plupart du temps, on a eu un patron ou des clients, et on arrive à la soixantaine, et enfin, on fait ce qu'on veut quand on en a les moyens. Quand on en a les moyens, c'est important. Et vous, la clé de votre bonheur? Malgré mon âge, je suis toujours actif, je suis toujours disponible à l'autre en difficulté, où qu'il soit et quel qu'il soit. C'est un grand bonheur de savoir que l'on a pu aider et réussir à sortir des gens dans la difficulté, dans la peine. C'est énorme. Le plaisir d'être utile, quoi. Oui, le plaisir d'être utile. Oui, j'aurais pu dire ça en un mot, excusez-moi. Mais j'ai pas voulu vous couper parce que on avait envie de l'écouter jusqu'au bout. Merci, en tout cas, d'avoir consacré du temps pour nous, d'être venu ici nous raconter, témoigner. La parole vivante est toujours plus riche et plus importante que ce qu'on peut lire comme chiffres à droite, à gauche. Merci infiniment d'avoir participé à cette émission qui a été préparée avec Bérangère Guy. 9h50, c'est tous les matins sur France 3 Paris, Île-de-France. Je vous donne rendez-vous tous les jours. Et en attendant, je vous souhaite une excellente journée. Démarrez la journée du bon pied en regardant vos émissions matinales avec le laboratoire Mylan. Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur France 3 Paris Île-de-France et vous avez fait le bon choix. Ce nouveau numéro de Face à Face reçoit ce matin un homme multicarte. Il possède plusieurs théâtres à Paris, il produit des artistes aussi différents que Nicolas Canteloup, Alex Lutz ou Catherine et Liliane. Il a su redonner des couleurs à la cérémonie des Molières. Il est surtout un découvreur de talent. Cet invité, c'est Jean-Marc Dumontet. Bonjour Jean-Marc, merci d'être avec nous. Merci de m'accueillir. Alors c'est vrai que vous faites des choses tellement différentes qu'on ne sait pas par quoi commencer. J'ai cité des humoristes et qui sont pas les moins populaires, comme Alex Lutz ou Nicolas Canteloup, Catherine et Liliane. Ça, on les connaît. Mais il y a aussi des spectacles beaucoup plus sérieux et beaucoup plus graves que vous produisez dans vos théâtres. On a eu récemment le spectacle Chatouille. C'était au mois d'octobre, donc avec Andrea Bescon, spectacle qui dénonce les violences sexuelles faites aux enfants. 2 soirées qui étaient magnifiques avec une puissance, une violence de la part d'Andrea extraordinaire. Donc c'est vrai que j'ai la chance d'alterner des projets assez légers et de l'humour et puis des projets qui ont beaucoup de sens et des spectacles qui ont beaucoup de sens. C'est la vocation d'un directeur de théâtre, d'un producteur justement d'avoir un panel très large. Je ne sais pas si c'est la vocation, en tout cas c'est mon goût et j'ai la chance de mener des spectacles avec mon goût. Et on vient par exemple de faire un festival en Israël, le premier festival de théâtre français, où j'ai emmené des pièces très symboliques, comme Inconnu à cette adresse, ou comme L'être ou pas de Jean-Claude Grimbert avec Pierre Arditi. Et voilà, c'est des spectacles qui ont des couleurs particulières et qui visent à nous faire réfléchir sur notre société. Pendant que nous parlons, nous avons vu, enfin les téléspectateurs ont vu des affiches défiler, vous découvrez aussi des gens, vous poussez des gens en pleine lumière, je pense à Fari notamment. C'est la partie la plus exaltante de notre métier, c'est un jour rencontrer quelqu'un et puis faire un pari sur lui et puis surtout faire le pari du travail, de l'humilité, de la remise en cause pour l'aider à grandir et à gravir des étapes. On n'est jamais sûr du succès. Ça, c'est quelque chose qui nous dépasse, c'est une alchimie assez particulière. En revanche, on essaye de réunir un certain nombre d'ingrédients
pour que le talent de cet artiste aille le plus haut possible. Voilà, c'est ça mon travail. Jean-Marc Dumontet, diriger des théâtres en 2017, ce n'est pas la même chose qu'il y a encore 30 ans. Il faut faire preuve d'innovation, d'imagination, susciter le public à venir vous rencontrer. Notre métier, c'est susciter du désir, c'est que les gens aient envie de venir chez nous. La concurrence, elle est folle, c'est la télé, mais c'est aussi le week-end, c'est aussi la thalasso, il y a plein de loisirs possibles. Donc nous, on doit avoir des spectacles pour lesquels il y a un désir très fort, pour lesquels le public sait qu'il y a une urgence à venir dans nos salles. Et c'est à nous de réinventer. C'est exigeant, mais c'est valable dans tous les métiers. C'est à nous de nous réinventer sans cesse et de nous remettre en cause, parce que si on n'a pas d'excellents spectacles, on ne peut pas penser conquérir les spectateurs. D'excellents spectacles, Jean-Marc Dumontet. Je pense évidemment à des artistes comme Gaspard Proust qui fait salle comble tous les soirs au Théâtre Antoine sans passer à la télévision. On a eu le privilège ici à France 3 Paris-Île-de-France de la voir. C'est la seule télé qui l'ait faite. C'était un privilège et effectivement, Gaspard, c'est un miracle absolu. Mais c'est un miracle qui ne vient pas de nulle part. Gaspard a une écriture unique. C'est quelqu'un qui a un humour très acéré, très aiguisé. Qui ose des choses que beaucoup de gens n'osent pas. Et même dans sa promotion, il refuse la promotion, ce qui est quand même là aussi un symbole absolu. Quel honneur on a eu. On va parler de quelqu'un d'autre qui est François-Xavier de Maison, qui sera à l'Olympia. Nous faisons une grande soirée dans le cadre du Festival d'humour de Paris au mois de janvier avec François-Xavier, avec tout un tas d'amis à lui qui viennent sur scène pour la première fois. Eh bien, on regarde François-Xavier de Maison. Stanislas de Bergemont, 18 mises en examen, 2 condamnations, 16 non-lieux, en un mot, serviteur de l'État. Il faut quand même reconnaître, messieurs, hein, c'est quand même elles qui nous traînent à chaque fois. Le nombre de fois où elles sont là. Ah, j'arrive pas. Allez. Ah, il tire, j'arrive pas à le sortir du box. Allez, viens. Allez, viens. Allez, viens. Allez, on va chez Jean-Pierre et Annette, c'est ton copain, Jean-Pierre. Tu vas pouvoir boire une bière avec lui en restant silencieux pendant 2 heures. Allez, viens. Voilà, j'ai dit François-Xavier de Maison, mais j'ai eu la surprise de découvrir Alex Lutz. Vous avez eu 2 virtuoses, vraiment. François-Xavier qui a une puissance absolue sur scène, qui habite la scène de façon incroyable, et Alex qui prend le spectateur et l'emmène dans des histoires, il ne les lâche plus, où sa folie, sa démesure, sa déraison, à partir du quotidien, prennent vie. C'est deux très grands hommes de scène. C'est ce qu'on appelle le must de l'humour aujourd'hui, car tous les gens qu'on vient de citer, ce sont vraiment les gens que le public a envie de voir, que ce soit sur scène ou à la télévision, parce que Alex Lutz, c'est aussi Catherine et Liliane, même si c'est une chaîne concurrente, c'est vous aussi. Oui, et puis l'année dernière, on avait amené Catherine et Liliane dans le cadre du Festival de l'humour de Paris, sur scène à Pleyel. On avait fait 2 heures de spectacle avec Alex Lutz et Bruno Sanchez, donc son acolyte, Catherine et Liliane. Et c'était incroyable leur capacité à créer un spectacle en moins d'1 mois et à entraîner le spectateur. Un dernier mot, Jean-Marc Dumontet, avant de se quitter, les rapports entre la télévision et le théâtre. Vous avez ressuscité, on peut le dire, les Molières. On n'oppose pas la télé et le théâtre. Non, il ne s'agit pas de les opposer, il s'agit que chacun puisse trouver des terrains d'entente et des terrains de jeu l'un avec l'autre. C'est pas simple parce que c'est des grammaires différentes, c'est des timings différents, mais c'est à nous là aussi d'être imaginatifs, un peu créatifs, pour que le théâtre qu'on a envie de promouvoir trouve sa place à la télévision. Eh bien, on est là à la télévision pour vous recevoir très souvent, Jean-Marc Dumontet, et parler de vos spectacles. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Très belle journée à vous toutes et à vous tous. Merci de votre fidélité.